Ok, très bien. Bonjour à tous. Tachyon, on s'est déjà vu hier pour la plupart d'entre vous. Très bien là-dessus. C'est une présentation qui est normalement censée durer environ 35 heures. Du coup, je l'ai extrêmement rabotée. Peut-être trop, peut-être pas assez, on verra bien, on va découvrir ça ensemble. C'est aussi une présentation qui est censée être totalement interactive, plutôt sous la forme de discussion, d'échange direct et de pratique. Normalement, vous avez vos postes devant vous, vous faites un petit peu des thèses, vous manipulez en même temps que je présente, que je vous montre des choses. Ce format où c'est uniquement une présentation, c'est nouveau. Et je ne suis pas spécialement fan, mais on va faire comme ça aujourd'hui. Commençons. Alors, le nom de cette presse, donc Initiation à l'art du futur. Les premières slides ici, en temps normal, je passe 15 minutes sur les premières, en expliquant que les premières slides ont été totalement créées par IA, et que j'ai une autre présentation à côté qui elle est 100% IA, et qui peut aussi servir de support. On ne va pas passer par tout ça, on sait tous comment générer des choses, donc on passe directement sur la partie présentation. Donc je me présente, donc Tachyon, 236, ça fait bientôt 3-4 ans, plutôt 4 ans, que je fais de l'IA. Je suis ingénieur en cybersécurité et en IT. Je travaille pour une grosse entreprise d'intelligence artificielle et j'ai participé au développement de plusieurs outils open source, donc Disco Diffusion, pour ceux qui ont connu, des forums qu'on va voir ensemble, et j'ai participé à une partie du développement de Stable Diffusion, qui est le modèle que la plupart d'entre vous ont utilisé hier. Stable Diffusion qui est derrière Créa, qui est derrière certaines versions de Midjourney, qui est derrière Confi et d'autres outils. C'est vraiment le modèle de référence dans l'industrie. On va découvrir ça ensemble, les différentes versions de ce modèle, comment l'utiliser, comment prompter, etc. etc., etc. Dans cette présentation, il y a une grosse partie qui est technique, qui prend environ 3h30, 4 heures, qu'on va totalement survoler. Je vais évoquer quelques mots. Comme j'ai dit, c'est sous forme de débat. Donc si quelque chose vous semble absurde ou vous ne comprenez pas, levez la main directement, on éclaircit les choses et on continue. Hop. Alors, le lexique. Donc c'est la partie qu'on va justement survoler. Un modèle d'IA, la plupart d'entre vous savent ce que c'est grosso modo un gros fichier qui lui va être utilisé par du code, différents types de code, pour arriver à une fin définie. Les modèles prennent généralement un input, donc une entrée, et donnent un output, donc une sortie. Les modèles fonctionnent sous différentes modalités, donc ça peut être du texte, on rentre du texte, on a du texte, typiquement ChatGPT. On rentre du texte, on a de l'image, Stable Diffusion et autres. On rentre du son, on a du texte. Voilà, on a tout type de modèles. Donc ça, c'est les modèles génératifs que la plupart d'entre vous connaissent. Il y a d'autres modèles pour des usages qui seraient plus avancés, mais ce n'est pas spécialement le thème aujourd'hui. On ne va pas s'arrêter sur ça. La partie Transformers. Transformers, c'est une librairie qui permet justement d'utiliser les modèles, et la plupart des nouvelles créations en IA se basent sur les Transformers. On ne va pas creuser la chose, mais si vous avez des questions par la suite, je suis là cet après-midi pour en discuter ensemble. Je peux vous donner plus d'explications là-dessus. L'attention, c'est un des fonctionnements des modèles. Donc, le modèle fonctionne avec différentes technologies stackées les unes sur les autres. Il y a différentes façons de fonctionner en fonction de ce qu'on attend de lui. Donc, si on attend du texte, on attend de l'image, des vidéos, etc., etc. Mais là aussi, on va aussi survoler cette partie-là, et si vous avez des questions, on reviendra dessus. Hop. Là, on va s'arrêter sur quelques points qui sont intéressants. Dataset, jeu de données, c'est ce qui permet de créer les modèles. Donc, grosso modo, on va collecter des centaines de milliers d'images, ou une dizaine d'images en fonction du modèle qu'on souhaite créer ou générer. On récupère des images pour créer un modèle qui va nous générer des images. Donc on récupère toutes ces images, on les annote, c'est-à-dire qu'on les décrit. Je ne sais pas, l'image d'un chien, je vais écrire, associer à cette image un texte qui va dire image d'un labrador, image d'un doberman, peu importe. On crée de la notation, on crée du texte qui va être lié à l'image. C'est ce qu'on appelle le jeu de données. Ce n'est pas uniquement des images, ce serait une banque d'images. Le jeu de données comprend une partie textuelle, la notation, plus l'image elle-même. Donc à partir de ce volume important d'images et de textes, on peut créer des modèles. On apprend au modèle à savoir identifier une image. Donc à partir du texte, le modèle comprend que l'image d'un chien est une image d'un chien. À partir du texte et de l'image, le modèle comprend qu'une image d'une pomme est une image d'une pomme, etc., etc.
Il entraîne le modèle à comprendre comment à composer une image, la couleur du chien par exemple, dans quelle position est le chien, un chien debout, un chien assis, un chien qui saute, peu importe. Et c'est à partir de tout ça qu'on a un dataset, et ce dataset, on l'utilise pour créer un modèle. La partie diffusion, on ne va pas forcément l'aborder maintenant. Et cette partie justement que je viens de décrire qui correspond à partir de rien pour évaluer une image. Donc de texte vers une image, ça s'appelle la diffusion. GAN. GAN, c'est l'ancêtre des modèles d'IA que vous connaissez à l'heure actuelle. J'aurai quelques démos plus tard. Et VQGAN, c'est aussi une version de GAN. Donc là, on va un petit peu vite, comme je l'avais dit juste avant. Hop. VQGAN Clip, première technique publique de création d'images par IA, publique et abordable, sachant que ça doit faire environ 7-8 ans qu'on peut générer des images par IA. C'était juste pas faisable pour le commun des mortels. On avait besoin d'énormes cartes graphiques, d'énormes ressources et d'énormément de temps. Donc la première version publique et à peu près utilisable pour une personne normale comme vous et moi, ça a été VQGAN plus Clip. VQGAN plus Clip, c'est deux outils différents qui ont été associés en un outil par une personne et qui permettent de générer des choses, des images à partir de texte. Comme on peut le voir ici, on part d'un prompt, donc City, during, rainy night, on part d'une image qui correspond à du bruit, donc ça correspond un petit peu à rien, une image un peu floue, un peu grise, un peu voilà. Et à partir de là, on arrive à une image finale, en passant par des steps, donc des itérations. On a notre GAN et Clip. Le GAN, lui, va essayer de générer des images en suivant le prompt, donc il va essayer de faire son mieux pour générer des images à partir de rien. Mais le GAN ne sait pas réellement ce qu'il fait, il se contente de faire de son mieux, ni plus ni moins, de faire des choses qui correspondent à ce qui pour lui est une image. Et Clip, de son côté, lui, va aller dire au GAN, ok, ce que tu m'as fait là, c'est pas une ville, c'est pas un animal, c'est pas une voiture. Donc je te demandais de continuer. Donc il y aura une discussion entre le GAN et le Clip, plusieurs fois, plusieurs échanges. Et ces échanges, c'est ce qu'on appelle les steps. Ici, on peut le voir dans le document, on part sur 150 steps, donc 150 échanges de discussion entre le GAN et Clip, donc c'est deux bouts de code, ni plus ni moins. Et suite à ces itérations, on arrive à un résultat qui est plutôt intéressant. À l'époque, il y a 2-3 ans, c'était l'année plus ultra de la génération par IA. On peut voir ici que l'image n'est pas de très très grande qualité dans nos standards actuels, mais à l'époque c'était vraiment révolutionnaire, c'était vraiment incroyable, et c'était quelque chose qu'on souhaitait reproduire. Les slides sont transmises naturellement, elles sont faites pour être étudiées, donc d'où le volume de texte. On poursuit. Hop. Donc là, quelques petites démos de VQGAN et Clip. On peut voir que la qualité est un peu glitchy, un peu surexposée à certains endroits. C'était relativement difficile de faire des choses intéressantes avec VQGAN et Clip. Le temps de traitement était lui très élevé. Générer une image pouvait mettre facilement 15-20 minutes, 1 heure dans certains cas, en fonction des modèles. Et prompter était là aussi très difficile. Il faut demander à un animal. Il suffisait que VQGAN ou Clip ne connaissent pas cet animal ou n'aient pas été entraînés sur ce qu'était cet animal et on n'avait rien, aucun résultat intéressant. Donc c'était un outil vraiment expérimental, vraiment intéressant, mais pas utilisable pour un créatif, faire des choses de qualité, qualité projet, qualité entreprise, qualité qu'on puisse montrer et potentiellement offrir à d'autres personnes. Dans notre book, ici, vous aurez justement toutes les ressources, donc ça sera dans les slides. Hop. Là, on va aborder le principe de diffusion. Ça, c'est une slide sur laquelle je passe environ 45 minutes, en temps normal, à elle tout seul, pour expliquer les concepts mathématiques, pour expliquer tout ce qui se passe. On va juste survoler tout ça rapidement. Ça correspond à ce que je vous disais donc juste avant. Hop. Est-ce qu'on va ma souris? Yes, parfait. Pour les modèles, on a un input du texte. Cet input est transformé dans le code, dans Clip, en données. Et à partir de ces données, on peut justement générer des images. Donc là, on retrouve les échanges, donc les steps dont on parlait, donc les itérations qui se font, et on arrive à un résultat par la suite. Ce qui est juste en haut, c'est ce qu'on appelait justement le jeu de données, dataset, donc des images scrappées, donc récupérées sur Internet, des bases de données diverses.
Après, toutes ces images, on les pré-process, donc ça comprend la notation, donc ajouter du texte qui décrit l'image, peut-être crop certaines images ou améliorer la qualité de certaines images. Et à partir de ces images, on les met dans le modèle, on les entraîne, et voilà. Donc on va poursuivre. Résultat typique de ce qu'on avait avec le Clip Guided Diffusion. Donc la qualité est très largement supérieure à celle de Vepugan, comme on a pu le voir avant. On pouvait générer des images qui étaient relativement grandes, mais la compréhension du prompt et les glitches étaient toujours présents. On remarque clairement des artefacts un peu partout. On remarque qu'il n'y a pas forcément une grande cohérence, mais ça donne cet aspect un petit peu de rêve. Et c'est ce qui était intéressant avec cette technologie. C'était qu'on était vraiment... on sentait que c'était expérimental, mais c'était pas gênant, dans la mesure où ça avait une esthétique qui était propre à ce type de génération. À ce moment-là, on ne cherchait pas à s'approcher de photoréalistique, comme on le fait maintenant. On ne cherchait pas non plus à faire des choses type deepfake, etc. On voulait faire de l'IA, de l'art créé par de l'IA, avec un code graphique qui est très particulier, avec des éléments graphiques très particuliers, où les glitches sont justement un élément graphique qui est super important dans Clip Guided Diffusion. Donc ça, c'était il y a environ 3 ans. Certaines personnes l'utilisent encore pour des usages spécifiques, mais essentiellement, c'est devenu désuet. Poursuivons. Ça, c'est quelques exemples. Donc ça, c'est pour le coup, c'est mes créations. Ce que je fais avec Clip Guided Diffusion. Vous pouvez déjà réaliser des portraits, vous pouvez déjà réaliser des sortes de paysages. Mais pour arriver à faire des prompts et arriver à des images qui étaient correctes, ça demandait 5-6 jours, des nuits entières à générer des images. J'ai dû générer peut-être un bon 500 000 images sur Clip Guided Diffusion, avec environ entre 3 et 5 minutes par image, des fois 9 minutes pour des images très spécifiques, avec une flotte de serveurs qui tournait en parallèle dans le cloud chez moi. Tout ça pour arriver à un petit résultat d'environ 100 images intéressantes. Donc on comprend bien que ce n'est pas réellement utilisable en production. On va se permettre de passer autant de temps, de dépenser autant d'argent pour avoir 100 images qui sont à peu près correctes. Et le à peu près est super important. On a toujours cet élément un petit peu rêveur, un petit peu instable, toujours ces glitches, ce qui apporte une esthétique particulière. Mais typiquement, si un client nous demande de faire quelque chose et on souhaite utiliser une IA pour le faire, Clip Guided Diffusion n'est pas la bonne IA pour faire ça. Donc voilà. Clip Guided Diffusion qui a été amélioré à l'heure actuelle, mais qui n'est toujours pas utilisé, parce que malgré beaucoup de recherches, beaucoup de tentatives d'améliorer ce process, c'est juste pas possible. Donc on a dû passer totalement à une nouvelle technologie, abandonner tout ça, et passer à ce qu'on va voir ensuite. Donc Visco Diffusion est un outil auquel j'ai contribué au développement, qui permettait de créer des images, mais aussi des animations. On pouvait créer des animations avec cet outil, donc image to image, comme certains d'entre vous connaissent comme sur Runway par exemple. On part d'une image, on génère la suite de l'image en fonction du prompt. Et pour ce process, on reprend un petit peu ce qu'on a vu juste avant. Donc on a notre modèle qui lui va prendre un input qui sera à l'image initiale, il va prendre un deuxième input qui lui sera à le prompt, et en retour, en output, du coup en sortie, il nous donne une troisième image qui est la combinaison de ces deux paramètres. Plus des paramètres de mouvement de caméra, on fait du pan, on fait du mouvement de caméra qui peuvent être plus ou moins intéressants. Alors on va essayer de lancer les vidéos. Est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. On va la speed up. Normalement. Donc ça, typiquement, c'était le genre d'animation qu'on pouvait faire avec Visco Diffusion. Visco Diffusion qui reprenait Clip Guided avec des modifications particulières, améliorer la qualité, améliorer la vitesse, améliorer pas mal de choses. Ça a vraiment été la première forme d'animation par IA. C'est ce qui a lancé cette idée d'animer des images par IA et pas seulement de faire des images sympas. Et c'est ce qui a permis d'avoir tous les outils que vous connaissez maintenant, comme Runway ou Keber, etc., etc., etc. Ça, typiquement, c'était un clip qui m'avait été commandé par une personne. Et à l'époque, c'était le nec plus ultra de la tech. C'était
la Rolls de la technologie. Et ça prenait, ça a dû me prendre peut-être une semaine entière. Une semaine entière pour environ 7 minutes de vidéo. 7 minutes de vidéo. Sur plusieurs machines. Sur plusieurs machines en plus, ouais. Ce que je faisais, c'est que je prenais 1 minute par 1 minute, j'avais des storyboards, et je lançais peut-être 3 machines qui faisaient les 1 minute, et j'interrompais, je changeais, je mettais des réveils à 4 h du matin pour aller check les résultats, etc. Non, c'était vraiment, vraiment la guerre à cette époque-là de générer des choses avec l'IA. Mais c'est intéressant, c'est novateur, et une nouvelle fois on trouve cette esthétique particulière, un peu glitchy, un peu moche. Mais la cohérence temporelle est pas mal quand même. Comment ? La cohérence temporelle elle est quand même pas mal finalement. Ouais, parce que j'ai bataillé. Ouais. J'ai vraiment bataillé pour avoir une cohérence à peu près ok. Le consommateur moyen ne veut pas batailler pour avoir un résultat qui est intéressant. Ouais. Et le temps que ça m'a pris, donc une semaine entière, même un petit peu plus qu'une semaine pour générer ça, il faut l'additionner au temps que j'ai pris pour prendre en main l'outil. Là, c'est des centaines d'heures. C'est pas top. Avec un niveau de compétence. C'est ça, vu que j'ai codé l'outil. Voilà. C'est ça. Oui, c'est ça, tu savais déjà comment bien écrire des prompts, comment guider un peu l'IA. Et si je faisais mal mon prompt, je gardais mon code et je changeais le code pour qu'il colle à mon prompt. Donc, ouais. C'est une triche. Totalement. Donc, oui, c'était difficile. C'était difficile, mais intéressant, et ça a permis de lancer ce qu'on va voir juste ensuite. On va regarder rapidement toutes les vidéos qu'on a. Hop là. Hop. C'est très sympa. Donc là, Infinite Zoom, classique, rien d'extravagant. Oups. Voilà. Non, c'est des paquets de 5 frames ou c'est ça a l'air d'être stable sur c'est un du 1-3. En fait, on génère une frame, on interpole 3 frames, on génère une frame, on interpole 3 frames. Ouais. C'est ce qu'on fait. Ça donne cette impression de fluidité, de mouvement un peu... Et ça a été la première vidéo publique de l'outil qui a été release. Première vidéo publique. Ça, waouh. On recevait des appels d'entreprises, oui, on vous acheter ça, on va faire ci, on va faire ça. Mais tout ça, c'est de l'open source. Je fais uniquement de l'open source. Tout ce que je fais, tout ce que je code, c'est mis sur Internet et les gens peuvent l'utiliser, y accéder, contribuer, l'améliorer. Il y a beaucoup de gens meilleurs que moi sur Internet, donc c'est super cool de travailler avec eux. Je leur donne un bout de code, ils aident à améliorer, ils donnent des idées, c'est vraiment super intéressant. Donc ça, je dis que je l'ai fait, mais c'est pas exact. On était plusieurs, naturellement. J'ai pas eu une illumination d'un coup. On était nombreux à le faire. Typiquement, la personne qui a pris en charge la partie vraiment animation 3D, on fait de la 2D et de la 3D. L'animation 3D, c'est un ingénieur 3D, par exemple. On a eu un chercheur aussi en Allemagne qui nous aidait. On a eu beaucoup de gens qui nous ont aidés. C'est vraiment un travail d'équipe. Mais oui. Ça, c'est des forums? Non, pas encore. Ça, c'est Disco. Disco, okay. Les forums, c'est juste après. Hop. Et la dernière. Hop. Et ça, c'est une vidéo que j'ai pu faire pour une exposition. C'est ma vidéo préférée. Et ma meilleure vidéo, je pense. Très courte, extrêmement rapide. Un peu confuse, mais les thèmes sont intéressants. Donc on pouvait déjà arriver à avoir un style particulier, une patte particulière à cette époque-là. Et ce qui était drôle, c'est que c'était totalement impossible de reproduire le résultat d'une personne. On prenait le même prompt, on prenait les mêmes paramètres, plus ou moins identiques. On pouvait faire 1000 images avec les mêmes paramètres, on n'avait jamais 2 fois la même image. C'était totalement impossible de reproduire une image. Ce qui signifie que lorsqu'on fait une animation comme ça, c'est du one-shot. L'animation peut commencer extrêmement mal, on ne va pas l'arrêter, parce qu'on va se dire « Ah, peut-être que dans 3 frames, ça va devenir bien. » Je vous laisse imaginer le nombre de ressources que ça m'a coûté pour ça. Donc on espère que c'est bien, on espère que ça va bien se passer, que ça va bien fonctionner. Et typiquement ça, j'ai réussi à le générer une fois, et j'ai jamais réussi ensuite à le reproduire. Donc là, on a un nouveau problème qui se présente. On est incapable de reproduire des choses. On est incapable de reproduire un style concret. On est incapable de maintenir un style totalement cohérent. Et on a beaucoup trop de ressources qui sont demandées, utilisées, beaucoup trop de temps. Donc c'est très très difficilement utilisable. Oui. Juste une petite question sur le stockage. Parce qu'en gros, s'il faut générer beaucoup de déchets pour trouver les bonnes minutes qui sont exploitées, est-ce que comment ça se passe
est-ce que tu gardes beaucoup de choses dans les tiroirs pour repiocher dedans plus tard, enfin, en termes de stockage, de volume? J'ai 1,5 Tera d'images uniquement sur Google Cloud, un bucket qui est stocké. Donc oui, ça monte extrêmement vite. Et c'est quelque chose que tu revisites régulièrement ou c'est vraiment juste pour l'instant tu stockes et tu continues de produire ou, Des fois je le regarde, je me dis c'était bien, la belle époque, la nostalgie, j'ai la nostalgie. C'est difficile de réutiliser des choses. Parce que là c'est sur grand écran, ça c'est upscale x4, c'est bien sympa, etc. Mais quand on prend la taille initiale, quand on prend l'image en 128 ou en 256 initiale, ou en 512, certains sont en 512, on remarque très vite que la qualité est un peu bizarre. Donc si je veux les réutiliser, disons dans un... Vous avez vu ce que c'était un LoRa, il me semble, hier? Ouais. Ça parle à tout le monde, les LoRa? Non. Non. Moi, je l'ai parlé dans mes vidéos, mais je sais pas si tout le monde regarde les vidéos. D'accord. Les LoRa, c'est des mini-modèles, donc au lieu de prendre des quantités pharaoniques d'images, on prend 100 images, 10 images, 300 images, et à partir de ces 300 images, on crée un mini-modèle qui, lui, ne va pas tout créer lui-même, qui va aller s'ajouter sur un modèle existant, donc Stable Diffusion par exemple, et qui va aller influencer Stable Diffusion dans la direction des images du mini-modèle. En gros, on dit à Stable Diffusion, si je te demande du rouge, tu me fais toujours du rouge écarlate, par exemple. C'est ni plus ni moins ça le LoRa. C'est modifier le modèle initial pour avoir des résultats plus spécifiques en fonction d'images qu'on lui ajoute. Si je veux utiliser un LoRa par exemple avec mes anciennes images, la qualité est tellement basse que tout ce qui sortira ensuite sera aussi de basse qualité et là aussi inutilisable. Donc c'était bien d'expérimenter, c'était bien à l'époque, mais c'est plus utilisable. C'est toujours intéressant, il y a cette partie d'expérimentation qui est toujours très sympa, mais on a de meilleures choses maintenant. On a de meilleures choses. Hop, poursuivons. Ah oui, Pity. On va passer très rapidement sur Pity. Pity qui est très sympa néanmoins, mais qui est quasiment inutilisable, sans être ingénieur Bac+5 à avoir une semaine devant soi. Donc Pity, c'était quelque chose qui utilisait un mélange de plein de technologies, plein de technologies. Gradient diffusion, transformers, un tas de choses, un tas de modèles un peu bizarres, qui utilisaient des vecteurs 3D, des depth maps, donc des cartes de profondeur, un tas de paramètres un peu exotiques pour générer des animations un peu comme ça. Donc ça fait un petit peu pixel art, un petit peu infinite zoom. Sauf que Pity, ça a été développé par un mec aux US qui était totalement fou de mon point de vue et qui a fait tout d'un coup. Et son code est totalement illisible, donc personne ne peut le reprendre. Personne ne comprend réellement ce qu'il fait. Et ceux qui comprennent n'ont pas le temps de tout reprendre en main. Du coup, c'est un outil qui fait des résultats qui sont totalement uniques, qui sont totalement différents de tout ce qui existe, sauf que personne aujourd'hui n'est capable de le reprendre en main. Ça fait une semaine que je bosse dessus et je confirme que c'est difficile à reprendre en main. Et je pense que d'ici un mois, il y a moyen que je puisse sortir une nouvelle version, mais bon, on verra. Mais c'est un outil qui est super intéressant et qui est extrêmement gourmand en ressources, comme d'habitude, et en temps. L'avantage de Pity, c'est qu'on avait vraiment ce côté smooth. C'est vraiment agréable à regarder, c'est moins brutal que ce qu'on a pu voir avant. Mais c'est plus exigeant. D'où vient l'effet 3D? Il y a un type d'algorithme. C'est ça. Carte de profondeur. Il y a plusieurs effets, il y a plusieurs manières de... Enfin, c'est fait de plusieurs manières et elles sont toutes stackées les unes sur les autres. Ce qui donne cet effet. Donc, image initiale, il fait une carte de profondeur de l'image. À partir de là, il va, comme une carte de profondeur, donc générer la 3D à partir de la profondeur. À partir de là, il va représenter cet espace en 3D dans un espace en 2D une nouvelle fois, pour créer la frame suivante. Et à part... Oh, ça c'est pas Pity. Et à partir de là, il va ajouter une autre carte de profondeur d'un autre type de modèle, et il va refaire une tambouille encore là-dessus. Je ne peux pas vous expliquer les détails, comme j'ai dit, c'est même confus pour moi. Mais grosso modo, c'est ce qu'il fait. Et on arrive à des résultats qui sont totalement différents de tout ce qui existe. Et c'est pour ça que je pense que je vais passer du temps à vraiment étudier Pity et le reprendre. Ça, c'est un truc que j'ai pu faire. Ah oui, et pour... Ah oui, Internet n'est pas... Oui, et pour contrôler l'animation, c'était extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Il fallait rentrer des formules mathématiques, se basant sur la valeur de pi, sur des taux, sur des... Voilà. Inutilisable. Juste comprendre les maths, derrière les animations, mais c'était bien, c'était sympathique.
Donc là, on remarque clairement que ces outils, c'était vraiment des outils de geek, en fait. Ça a été pensé pour des gens qui voulaient vraiment faire ça, qui étaient motivés par ça, et qui avaient la passion de faire ça. C'est une nouvelle fois Pity. C'est très spécifique. Ouais, c'est très, très particulier. C'est joli. Et ça, Pity, il y avait, allez, 3 mecs, 3-4 mecs qui savaient faire des choses intéressantes. Et je me compte pas dans les 3-4 mecs, moi j'étais moyen là-dessus. Et ouais, il y avait 3-4 mecs qui savaient faire des choses vraiment sympas sur Pity. Il y avait des vidéos, je sais plus, qui se passaient dans une sorte de supermarché où du coup t'avais des formes de chiens, d'animaux qui se mélangeaient dans les rayons. Ça c'était quel modèle? Ça remonte il y a assez longtemps, Das Computer Dreams ou un truc comme ça, genre... Je pense que c'était ou Disco ou Pity pour le coup. Ouais. Ou Disco ou Pity. Parce que ça ressemble un peu, il y a des sortes de formes un peu fractales comme ça, qui se retrouvaient avec des têtes de chiens qui apparaissaient sur des enfants, ça c'est très bizarre. C'est des esthétiques incroyables. Hein. Et donc mais pour c'était le coup, basé sur une vidéo, pour le coup c'est tout un peu différent. Ouais, on peut faire du vidéo de vidéo. On prend les frames d'une vidéo, on applique un masque dessus pour modifier. Pity fait ça aussi, du coup, Pity fait ça aussi. Mais c'est, il faut 40 Go de VRAM pour ça. Donc il faut louer une carte dans un data center pour le faire. C'est cher avec Ouais, du coup c'est super cher. À l'époque, ce qui était intéressant, quand il n'y avait pas ce boom autour de la création d'images, il y avait des outils gratuits, comme Google Colab, qui n'étaient pas chers du tout, et qui permettaient d'abuser de GPU. Ils se sont vite rendus compte de l'abus, et au bout d'un an, ça a cessé. Ce qui fait que tous ces outils ont totalement disparu pour laisser place à des outils comme Midjourney et autres. Parce que Midjourney est apparu quand les outils gratuits ont disparu. On va poursuivre. Hop. Voilà. Donc, ce qui a révolutionné la génération d'images par IA, ça a été Stable Diffusion. Stable Diffusion qui a été créée par l'entreprise Stability, là où je travaille, et qui justement a permis la création d'images de qualité raisonnable, de manière extrêmement rapide, comparé à ce qu'on a pu voir avant, et de manière plus simple, en termes de compréhension du prompt. Donc, le modèle comprend le texte qu'on lui donne. On lui demande un chien, il ne donne pas une chèvre. On lui demande un chien, il donne un chien basique. La partie technique, on retrouve des éléments de ce qu'on a pu voir juste avant. On ne va pas s'arrêter sur tous les paramètres, comme je l'ai dit, mais les slides permettront de comprendre absolument tout, de façon transmise. Grosso modo, comment ça fonctionne Stable Diffusion? Un petit peu comme Clip Guided. Donc on représente, on part de bruit, on arrive vers une image partant d'un prompt, en passant par le modèle. Mais ce qui est intéressant dans Stable Diffusion, c'est que au lieu de générer une image en 512 directement, on va générer une image qui sera extrêmement petite, juste quelques pixels. Ici, on peut voir que c'est pas exactement exact ce qui est écrit sur la première ligne. En fait, on ne génère pas réellement l'image, on prend un espace virtuel, un espace imaginaire, et dans cet espace, on représente l'image. On représente une image dans un espace imaginaire. L'espace latent, c'est un peu comme un viewport dans un logiciel 3D. Je ne vois pas exactement ce que il y a plusieurs fois, il y a c'est référence à un espace latent. Oui. Je me demande si du coup, pour une IA, c'est l'équivalent d'un viewport pour un socle de 3D. Alors pour le coup, l'espace latent, c'est... dans le modèle, on peut imaginer ça comme un espace infini, pseudo-infini, avec des repères classiques, donc longitude, latitude, etc., avec d'autres paramètres. Et en se basant sur ces coordonnées, qui correspondent au prompt, on envoie des résultats. Ouais. Donc en gros, on passe son temps à chercher des coordonnées en disant prompt. Je l'ai écrit, on prend l'exemple du chien que j'aime beaucoup, un chien blanc. Il va aller trouver une coordonnée qui correspondra à un chien plus blanc, lui donner un point au milieu. À partir de là, il me redonne une image. Un chien noir, hop, revient sur chien, noir c'est plus haut, boum, une image. Et en fait, c'est comme ça que tous les modèles d'IA fonctionnent. C'est pas ce qu'on appelle la vectorisation des images. Il y a un terme qu'on appelle de vectorisation des... C'est plus ou moins ça, ouais. C'est plus ou moins ça. Mais dans le latent space, c'est pas réellement une vectorisation. C'est vraiment une représentation basée sur les layers du modèle, les niveaux du modèle. Mais on pourra discuter des détails ensemble. Voilà, donc on part de coordonnées pour arriver à des résultats. Et c'est comme ça que fonctionnent tous les modèles d'IA que vous utilisez. C'est uniquement, vous faites de la recherche. Il faut vous dire que dans les modèles que vous avez, toutes les images possibles sont présentes. Il y a même une image de vous dedans, potentiellement. Vu que les images dans le modèle sont techniquement infinies. Il faut juste trouver les bonnes coordonnées, les bons paramètres pour y accéder. Et c'est ce qui est super intéressant, ce côté exploration du latent space. On peut écrire plusieurs fois la même chose, on a des résultats qui seront différents, on aura vraiment
capacité de chercher de nouvelles choses. Ce qui est intéressant, oui. Je me demandais à quel point est-ce que c'est différent des LLM en termes de fonctionnement pour ChatGPT, etc. Est-ce qu'il y a cette notion d'espace latent ou... Non, c'est pas réellement comme ça. Les LLM, donc Large Language Model, ChatGPT et autres, c'est ni plus ni moins que de la prédiction statistique. Je commence ma phrase par jeu. Combien j'ai de chances que suite à mon jeu, il y a un verbe par exemple. On multiplie ça fois 10 000 pour avoir des probabilités qui fonctionnent, et c'est ça. Donc le LLM devine. Il devine le prochain token. Le token, c'est les paramètres, ce qu'il nous renvoie. Donc le LLM fait que deviner des choses. Il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas réellement d'intelligence. Il devine. Il devine, il invente des fois. Il devine d'après ce qu'il sait. Ce qui fait que des fois on a des informations qui ne sont pas spécialement cohérentes. Après, donc, le LLM nous envoie des informations qui sont devinées, et à ça, il y a du travail qui est fait dans les serveurs de différentes entreprises pour vérifier la qualité du retour, etc. etc. Mais c'est un sujet vraiment à part, ravi d'en discuter juste après. Tous les paramètres de Stable Diffusion qu'on ne va pas voir aussi une nouvelle fois, malheureusement, et qui sont super intéressants. En changeant par exemple la CFG, on a des résultats qui sont totalement différents, alors que c'est juste un petit chiffre. On prend le même prompt, même paramètre, même modèle, on change la CFG de 1, hop, on a des résultats qui sont extrêmement différents. Ce qui est intéressant dans Stable Diffusion comparé au modèle qu'on a vu avant, c'est que dans Stable Diffusion, on est capable de reproduire des styles, reproduire des éléments graphiques et d'avoir une certaine cohérence dans la génération de plusieurs images. Ce qui n'était pas possible avant. Si je vous donne les paramètres que j'utilise dans Stable Diffusion, identiques, vous serez capable de reproduire mon image. Ce qui est intéressant parce qu'à partir de là, on est capable de reverse, donc de comprendre ce que d'autres personnes ont fait. Si moi j'ai une expérience sur Stable Diffusion, je vois que vous générez une image, dans ma tête je me dis, il a certainement utilisé ça, certainement utilisé ça. À partir de là, je peux m'approcher un maximum de l'image que vous avez utilisée, juste en regardant votre image. C'était totalement impossible avant. Totalement impossible. Donc il y a plusieurs versions de Stable Diffusion, 1.1, 2, 3, 4, 5. Stable Diffusion 2.0, 2.1, Stable Diffusion 3 qui sortira un jour, qui existe déjà chez Stability, Stable XL, Stable Turbo. On va essentiellement s'arrêter sur le 1.5, qui est le modèle le plus utilisé à l'heure actuelle partout. Il est extrêmement petit, extrêmement rapide. Il est sorti il y a maintenant 2 ans. Et c'est un des fichiers les plus téléchargés sur Internet à l'heure actuelle. Plusieurs milliards de téléchargements. Et tout le monde l'utilise, tous les services l'utilisent. C'est gratuit d'accès, c'est simple à utiliser, c'est vraiment la référence. On a sorti il y a environ 9 mois, 1 an bientôt, XL. Je ne m'arrête pas sur le 2 était juste très mauvais, on va pas en parler. On a sorti XL qui lui était réellement performant, permettait de générer des images en 4K directement, 4K natif. Et on a sorti Turbo très récemment qui lui permet de générer des images extrêmement rapidement. On peut faire du temps réel avec Turbo. J'ai pu mettre en place des installations artistiques pour des expositions où justement on a un micro et je parle dans le micro et ça génère des choses. Où on met le micro, je sais pas, dans le plafond de la salle, il va aller prendre le bruit ambiant pour générer des choses sur des écrans. Ça c'est typiquement le genre d'installation que j'ai pu mettre en place. Donc Turbo permet de générer jusqu'à, il me semble que les derniers résultats de recherche permettaient de générer jusqu'à 100 images par seconde en live. Donc c'est... Et le rouleau d'étranglement, il est à quel niveau? Parce que moi, quand j'ai essayé de faire du turbo, à chaque fois la génération était rapide dans le sampler, mais le décodeur était quasiment aussi lent que sur un SDXL par exemple. J'ai l'impression du coup que le rouleau d'étranglement n'était pas dans le sampler, qui avait l'air d'être en effet très rapide, mais que le décodeur avait l'air d'être lent. Donc, il faut changer de décodeur. Et du coup, il faut prendre un autre VAE particulier. C'est ça. Okay. Il y a un VAE qui est dédié à Turbo, d'accord, qui fonctionne bien. Sinon, le faire directement en diffuseur. Je crois que Hugging Face, tu connais Hugging Face? Ouais. Sur Hugging Face, tu as des spaces qui permettent de faire du turbo plus rapidement aussi. Parce que ton créa, par exemple, c'est plus rapide que sur encore local sur... C'est ça. Ouais. Mais c'est vraiment optimisé. Mais il y a beaucoup de manières d'optimiser Turbo. Si on a des cas d'usage qui sont dédiés au temps réel, on peut le faire. Sur mes installations, par exemple, c'est optimisé un petit peu. Ça fait qu'on a cette illusion de temps réel aussi. Okay. Donc c'est intéressant. Sur quelle machine ça tourne d'ailleurs? Tes installations par exemple? A6000. A6000, ouais. C'est déjà conséquent. Mais ça tourne bien. Mais je pense que... Comment? Combien de RAM sur 40. Ah oui, c'est en HD ou c'est...
C'est moi qui décide. Généralement, c'est sur des écrans, de grands écrans, mais j'upscale. Parce que Turbo, il entraîne en 512, non C'est ça. Ouais. Il y a Turbo et Turbo XL. Okay. Turbo XL, je n'utilise pas pour le coup. Pas spécialement besoin et on perd ce côté temps réel. Et j'ai pas le temps pour l'instant d'optimiser Turbo XL pour mes usages. Parce qu'il y a Scribe en temps réel du coup aussi. Scribe en temps réel, Scribe en temps réel aussi. Ouais, là, c'est... Mais voilà. Après, l'intérêt de, comme je dis, c'est du temps réel, donc les gens ne font pas spécialement attention à tous les petits détails, les mains qui partent comme ça, les mains à 6 doigts, c'est pas important. Ce qui est intéressant, c'est vraiment, je pars, boum, c'est généré. Et ça, c'est impressionnant. Ouais. Ça a le petit effet impressionnant pour les personnes qui regardent. Donc voilà. Moi, je sais que le 1.5 est effectivement impressionnant, mais avec un dataset problématique entre Lion, SMB et tout ça. Est-ce qu'ils ont évolué? C'est d'ailleurs une évolution expliquait la détérioration du résultat de certains modèles. Je peux pas communiquer là-dessus, naturellement. Oui, voilà. Il faut voir comment on définit problématique. Qu'est-ce qu'un dataset problématique? Pour certaines industries, la peur de procéder. Après, il y a la question éthique aussi, qui pour moi est une grande discussion qu'on va essayer d'avoir à la fin de ce petit speech. Si on se base sur la législation, etc., il y a des aspects problématiques. Naturellement, c'est une technologie qui est innovante, donc on sait que tout ce qui est innovation, souvent ça abuse de l'existant, et c'est suite à ces abus qu'on crée de nouvelles lois, de législation, etc. À l'heure actuelle, tous les modèles sont considérés comme non éthiques, si vraiment on prend le temps de réfléchir et de considérer le côté éthique. Mais après, est-ce que ce côté éthique n'irait pas justement ralentir le développement de technologie? Est-ce que ce côté éthique n'est pas un frein à l'innovation, c'est une mesure? Et comment est-ce qu'on définit réellement l'éthique? Ça, à part, c'est déjà une grosse discussion, mais ravi d'en discuter juste après. Ouais. Mais juridiquement, c'est pas un problème. Typiquement, tous les cease and desist et autres plaintes qui ont été faites ont toutes été annulées, tout été vite à néant, parce que du point de vue légal, ça ne tient pas la route. Il y en a plein en cours encore. Il y en a plein en cours, mais aucune qui vont aller jusqu'au bout. Il y a beaucoup. Dans le droit américain, c'est pour parler de la loi américaine évite d'aller jusqu'au procès, il y a des settlements à tout niveau. C'est ça. Mais ça bouge parce que là, j'entendais, il y a un projet de loi sur. Enfin, les États-Unis il y a un projet de loi sur la vie privée des données qui est un projet pour le Congrès. Et il y a aussi le New York Times qui fait un procès aussi pour OpenAI pour le dataset qu'ils ont utilisé. Donc du coup, ça risque, on ne sait pas encore quelle loi va passer avant quel procès, quelle jurisprudence ça va faire. Je vais vous dire ce qui va se passer. Le temps que les pays, les autorités légifèrent là-dessus, on n'aura plus besoin des datas d'Internet. Oui, c'est ça. C'est que là, on en a quasiment déjà plus besoin. Ce qu'on fait généralement maintenant, c'est des datas synthétiques, des datas qu'on génère nous-mêmes. On est arrivé à ce niveau, on peut générer des datas synthétiques de nous-mêmes, ce qui fait qu'on n'a plus besoin de prendre les datas d'Internet, c'est plus une problématique. Faire une moyenne de 1 million d'heures de YouTube déjà. C'est ça. Mais je veux dire, c'est que pour être capable de générer ces données synthétiques, il a fallu entraîner des modèles. Initialement. Donc en fait, potentiellement, il y a toujours le sujet initial. Ces données synthétiques sont générées, mais parce qu'elles ont été nourries initialement. Donc tant que la question de l'initial n'a pas été traitée, tout ce qui en découle potentiellement est problématique. On peut le voir comme ça au niveau du droit, sauf que une nouvelle fois, le temps qu'ils prendront pour générer, pour légiférer sur l'usage des données synthétiques, on n'aura certainement plus besoin de ça une nouvelle fois. La loi ne peut pas techniquement suivre, donc c'est extrêmement dur de légiférer là-dessus. C'est extrêmement dur. C'est positif pour les chercheurs, négatif pour les autres personnes, mais c'est impossible de légiférer efficacement là-dessus. Surtout en Europe. Et c'est financé comment, du coup, cette activité Par des VC, des fonds d'investissement divers. C'est ça, ouais. Ce qu'on ne sait pas aussi, c'est comment ça va devenir rentable. Parce que là, il y a beaucoup d'investissements, évidemment. Il n'y a pas encore de business model. On ne sait pas encore comment. Comme le cadre légal, il y a plein de questions. Le cadre légal n'est pas un problème pour générer des revenus. Oui. Donc ça, c'est pas un vrai problème. Le cadre légal est un problème au niveau des futurs modèles. Futurs modèles et tout ce qui se passe au niveau des premiers modèles, notamment 1.5. Sinon, générer du revenu maintenant, c'est pas un problème. Oui. C'est quelque chose qui se fait.
poursuit. Hop. Exemple Stable Diffusion. Stable Diffusion, pour le coup, qui a lancé ce gros boom de l'image générative et qui a créé une communauté open source énorme, encore plus grande que Disco Diffusion, que Clip Diffusion, que tout ce qu'il y avait avant. Ce qui fait que maintenant, on a énormément d'entreprises qui vivent grâce à Stable Diffusion de Stability. Des centaines d'entreprises qui se basent sur le modèle pour, eux, générer du chiffre, créa, typiquement. Et à partir du modèle gratuit, générer du revenu. Donc, ça a vraiment créé un écosystème complet qui est totalement dépendant de Stable Diffusion. Ici, c'est un exemple à gauche, c'est un modèle que j'ai créé. Au milieu, pareil. Et à droite, c'est un modèle qui prend deux images en input, qui les combine et qui donne un résultat. Voilà. Et si des entreprises, dans quel secteur, par exemple? Tout type de secteur, mais essentiellement autour de l'entertainment ou du milieu de la génération d'images, qui est un domaine à part en lui-même. Okay. Mais c'est aussi utilisé par des boîtes comme Unity, par exemple, comme Adobe, pour le coup, qui s'inspire de ce qui a été fait avec Stable Diffusion. La manière de créer Stable Diffusion est aussi publique. Du coup, les entreprises vont sur un site qui s'appelle Arvix, qui contient un tas de papiers scientifiques. Ils lisent comment on a créé Stable Diffusion et ils recopient. Donc ça, c'est côté open source de Stability. Des exemples de Stable Diffusion, les résultats, hop. On va s'arrêter sur des forums. Donc je vous invite, vous n'avez pas vos posts avec vous, malheureusement. On va faire un petit tour sur des forums ensemble. Donc des forums .art. Des forums, c'est l'outil, on n'a pas été forcément dans le chronologique. Des forums, c'est l'outil qui est arrivé juste après Stable Diffusion, enfin en même temps que Stable Diffusion. Techniquement avant Stable Diffusion, parce qu'on est avec ce modèle avant la release de Stable Diffusion. Et c'est le premier outil d'animation créé avec Stable Diffusion. Donc ça, c'est un outil où j'ai directement contribué au développement, en grande partie avec 5 autres personnes. On a créé une entreprise autour de tout ça, on a créé un service autour de tout ça, et ça nous permet de générer des images. Donc c'est une entreprise, mais on n'a pas un but lucratif, bizarrement. Tout ce qu'on récupère en termes de revenus, c'est remis dans la communauté open source. Créer des concours, créer des événements, offrir des cartes graphiques à des inconnus sur Internet. C'est le genre de choses qu'on fait. Et grosso modo, des forums, ça permet de générer donc, des images. Hop. Générer des vidéos à partir d'images. Donc si vous avez déjà pu jouer avec l'IA, vous avez certainement vu des vidéos un petit peu comme ça. C'est des forums. C'est juste de image par image, et c'est vraiment l'ancêtre de tout ce qu'on a pu voir avant. Il y a vraiment une suite logique. On part d'une image, on la modifie, comme on a pu le voir dans Disco, comme on a pu le voir dans Pity et autres. Hop là. Alors. Hop. Ce qu'on fera juste ensemble après, c'est quelques tests au niveau de la génération de Pity, des forums. Pour comprendre les paramètres des forums à version gratuite, il nous faudrait peut-être une bonne matinée ensemble. Et pour générer une vidéo, il nous faudrait là aussi une bonne vidéo. Il nous faudrait environ 2-3 heures. Juste prise en main, découverte, etc. On a pu mettre en place un service en ligne, qui est un bot, qui lui est extrêmement rapide, qui va aller générer des choses extrêmement vite, mais qui est naturellement payant. Je vais vous faire une petite démo. Hop. Une petite animation. On trouve des éléments habituels, donc on a un prompt ou une image en tant que prompt, ça fonctionne aussi. On a, pour faciliter l'usage, on a des styles, plusieurs types de styles. On a justement, donc comme je disais juste avant, on peut animer, faire des pannes, faire des mouvements. Il y a différents algos pour faire ça, et on peut tout simplement choisir un des algos ici pour arriver à un résultat divers et varié. Je vais juste faire revenir ici. Parce que pour le coup, ici, on voit les différents types de mouvements qui sont possibles. On a du kaléidoscope, on a pas mal de choses qui sont possibles. Et ça permet de générer vraiment en one-shot une animation en fait avec IA. On génère notre prompt, on lui donne une image, on sélectionne le type d'animation qu'on souhaite et ça nous génère quelque chose directement. C'est l'avantage du bot. Coûte pas très cher pour le coup. C'est pas un but lucratif. Démo vite fait.
Mais on parle de des résultats qui sont très sympas. Bah, très récemment, une personne a gagné un concours pour Pink Floyd, le groupe Pink Floyd, en se basant en créant une animation avec des forums justement. Certains, vous avez entendu parler de ça peut-être? Ouais. C'est avec des forums justement. Ça a un peu fait scandale aussi. Ouais. Parce qu'à côté, il y avait par exemple un animateur qui a travaillé pendant des semaines, qui a fait une animation à la main qui était magnifique. Ouais, et qui pour moi était nul. Ouais, qui pour moi était nul. Du coup, il y a un peu un malaise autour de ça. C'est ça. Ce qui est drôle avec cette histoire, c'est que si on prend le temps de chercher, on se rend compte que la personne qui gagnait le concours connaissait des gens en interne. Et ça n'a pas été un choix sur la qualité. Pour la petite histoire. Pour la petite histoire. Je vous inviterai à faire vos recherches vous-même, mais pour la petite histoire, c'est de l'entre-soi. Mais la qualité de la vidéo était sympa, intéressante, mais typiquement il y a eu de meilleurs rendus que le rendu des forums. Petites animations rapides. Donc ce qui est drôle, c'est que les forums sont extrêmement utilisés dans des gros festivals aux États-Unis, principalement. Des festivals techno ou autres, des écrans géants, des animations, des robots, des forums. Ça c'est extrêmement populaire là-bas. J'ai pu animer un festival pour Samsung il y a un an environ aux États-Unis. On a dû mettre en place des écrans géants justement pour mettre des forums dessus, des animations un petit peu rigolotes. Et ça a beaucoup plu. Mais c'est un style là aussi qui est particulier. C'est moins cohérent, mais c'est ce que je trouve intéressant, c'est que des forums créent de l'art IA. Ils ne créent pas de l'art qui essaie de s'approcher de ce qui existe ou ce qui a existé. C'est vraiment un style qui est unique à lui-même, et c'est de l'art IA. De l'art fait par l'IA, dans un style particulier, le code de l'IA, l'éthique de l'IA, et l'intérêt pour moi il est là. Et le petit dernier, très sympa. Et donc des forums peuvent tourner sur vos machines. Les machines que vous avez à côté, ça peut très bien fonctionner. Et ça, c'est gratuit d'utilisation? C'est gratuit d'utilisation, totalement gratuit. Avec le bot pour les plus vite. C'est ça, le bot. Et en local, il y a quoi comme interface? C'est de la ligne de code pour mettre les mouvements de caméra, ça, ou il y a une interface quand même Il y a plusieurs manières de le faire. La plus simple, c'est le notebook, un collab notebook classique. Ça peut être difficile parce que c'est du code pour modifier les choses. Deuxième manière de le faire, il y a plusieurs interfaces qui existent, notamment une dans Automatic 111 qui fonctionne aussi. Une autre manière de le faire, c'est utiliser un autre outil qu'on a créé qui permet de créer des parsecs qui sont des coordonnées et qui permettent d'animer les images. C'est une manière de le faire. Généralement, tu génères du code à coller dans un notebook c'est ça. Avec une interface internet. Avec un prompt, avec un modèle, etc. On encourage, depuis qu'on a sorti le bot il y a très récemment, on encourage fortement les gens à essayer le bot directement. Tout est transparent, tout le monde sait comment on utilise l'argent, on sait ce qu'on en fait. Et on est à zéro profit. C'est uniquement, tout ce qui est utilisé là, c'est juste les coûts GPU. Ce que ça nous coûte de lancer les GPU, de lancer des serveurs, pour faire fonctionner le bot. Et le plus simple d'utilisation, une nouvelle fois, c'est le bot. Donc, on peut générer pas mal de choses, 16 neuvième, 9/16, 1/1, enfin un truc simple. Qui aura un prompt? Un petit prompt sympa, vite fait. Growing city buildings, des bâtiments qui poussent. Antoine, c'est ce truc-là. Growing city buildings, growing cityscapes. Tu pourrais mettre un brutaliste dans le style. Je vais voir s'il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il a allumé avec brutaliste? Oui, mais on va ouvrir avec la mousse dans le côté. Brutaliste. Hop là. Et on peut faire prendre plus images ou c'est l'un ou l'autre C'est l'un ou l'autre, D'accord. pour l'instant. Pour l'instant. Il vaut mieux parler anglais toujours. Oui, c'est mieux de parler anglais. Après, je dois traduire le site. J'ai pas encore eu le temps de le faire. Je dois traduire le site et quand je traduirai, je proposerai du français. Ça va juste traduire en back-end pour l'utilisateur en anglais. Les outils d'IA de traduction commencent à être très performants. Ouais.
tu retires l'image prompt. Est-ce que je suis connecté? Tiens, t'as l'image prompt que tu comme quand même. Ah oui, effectivement. J'ai une journée, tu T'as besoin parles d'elle toujours en anglais Non, mais tu peux faire du français aussi. Hein. Je pense qu'il passe par ChatGPT derrière, il doit faire un truc qui est converti. Et donc là, ça va générer un petit truc sympa. Et là, il fait combien de secondes du coup de vidéo sur ce prompt-là? Ou c'est juste une image pour l'instant ou c'est la vidéo? 15 secondes. 15 secondes, hein. 15 secondes. Et il prend combien de temps un bot à générer 15 secondes de vidéo comme ça? Excellente question. Ça dépend des jours, ça dépend de l'usage, ça dépend des GPU. Genre s'il est plein de balles et qu'il est tout seul sur la carte, il prend moins de 10 secondes. Sérieux? Ouais. Ah, c'est ultra rapide. Hein. Moins de 10 secondes. Mais en quelle résolution? Ça dépend aussi des paramètres donnés. Ouais. L'aspect ratio, là, c'est du 1:1. Ouais. Ça va une donnée de 1024-1024. D'accord. Ah, c'est ultra rapide. Ouais. Ouais, ça, c'est proche de Turbo, enfin c'est proche de C'est ça. ZXL Turbo du coup. Ouais. C'est ça. Est-ce que c'est basé sur Stable Diffusion quand même? Hein? C'est basé sur Stable Diffusion. Donc c'est basé sur Turbo, mais vous avez fait une surcouche de comment vous... C'est ça. C'est l'optimisation au niveau du code, comment on utilise le modèle, au final, plutôt que... Comme ce que j'ai raconté tout à l'heure, hier, mais du coup avec des noises qui sont mieux foutus de Exactement. frame en frame. C'est toutes ces petites choses-là qui font que... Mais comme je dis, c'est un outil qu'on a sorti et gratuit, entre guillemets. Il y a plein de choses qu'on a besoin d'optimiser. Et vu que c'est littéralement du bénévolat, il y a plein de choses qui ne sont pas optimisées, comme le temps de traitement. Typiquement, ce site-là, s'il était à but lucratif, tout le monde aurait le même temps de traitement, qui serait 10 secondes. Mais comme c'est pas à but lucratif, on distribue la charge en fonction de l'usage sur le serveur, on a des temps de traitement qui sont différents. Après, il nous génère les frames, on a le progrès. Je pense que ça mettrait une petite minute quand même. Ça nous mettrait en 1024 environ 20 minutes sur une 3090 boostée optimisée. 15 secondes. Ouais. Après, nous génère les frames, on aura le mouvement, on aura tout ça. En preset, qu'est-ce que j'ai mis? Tu conseillerais là par exemple d'utiliser Jam, de faire du 512 et de scaler après ailleurs avec un Exactement. système. Alors, si vous... Ce qui est intéressant dans des forums, c'est qu'on peut faire de vidéo. On prend une vidéo, on met dans des forums, c'est juste une surcouche instantanément. Ce que je conseillerais, c'est de faire de petites images. Toujours en IA, faire de petites images. Tout simplement parce qu'on ne sait pas toujours où est-ce qu'on va, surtout dès qu'on débute. Faire des images en 512, c'est très bien. Ou 1024 pour XL, SDXL. Gérer des petites images, à partir des petites images, on teste ses prompts, on voit comment ça réagit, et on augmente la taille quand on sait à peu près où est-ce qu'on va. Sachant que des fois, le fait de changer de taille changerait aussi le résultat. Mais ça permet d'éclaircir ce qu'on souhaite. C'est bien, puisqu'il fasse de la preview avant d'avoir généré le web. Et en vidéo, toute vidéo, du coup, là, dans le tab image, on peut lui mettre une vidéo par exemple à la place. Non. Non. Du coup, c'est un autre. Enfin, le bot peut faire vidéo to vidéo, c'est genre. Le code qu'on met à disposition fait du vidéo to vidéo. Ouais. Mais une vidéo, c'est juste des frames au final. Oui, mais du coup, comme on part d'une frame pour l'halluciner, en vidéo to vidéo, c'est quoi? Parce que du coup, si on change de frame à chaque frame, comment est-ce qu'il hallucine? Il part de ta vidéo, ouais. Il la sépare en X frames, donc 2 secondes en fonction du FPS, et il applique le prompt sur chaque frame avec un pourcentage que tu définis. Si tu mets un prompt au fort à 99%, ça va totalement effacer ta frame originale. Si tu mets quelque chose de faible, tu auras juste des petites choses qui vont se rajouter à droite à gauche sur tes personnages ou ton décor. Voilà. Est-ce qu'il y aura il y aura pas, du coup, il n'y aura pas forcément de cohérence temporelle, du coup chaque frame aura une hallucination. Si, quand même, ouais. Sauf si tes settings sont trop élevés. Ouais. Si justement tu effaces toutes tes frames systématiquement, tu n'auras pas cette cohérence temporelle. Pas du tout ce que j'imaginais, mais c'est hyper cool à regarder. Du coup, le prompt décrit l'image, mais est-ce que le prompt décrit aussi l'animation qu'on souhaite obtenir? Oui. Parce que là on a du growing, je ne sais pas quelle est la présence du growing. Il bouge. Pour le coup, il y a deux choses qui entrent en compte. Ici. La première, c'est la compréhension du prompt classique. Et la deuxième, c'est ce que j'ai rajouté ici. Digital R. Digital R, lui, va être mis avec un poids plus fort que le prompt normal, ce qui fait qu'il va prendre le pas sur le prompt. Si je mets rien, ce sera plus proche de mon prompt. Mais j'ai mis Digital Art volontairement pour avoir un style qui est plus lisse, juste pour la démo. Est-ce que c'est un aura le prompt style ou c'est une sorte Il y a deux choses. Il y a du LoRa, mais sinon c'est juste du poids de prompt. Juste du poids de prompt au niveau des settings.
Il n'y a pas de prompt négatif là par exemple? Ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais on ne va pas l'aborder. Ça fonctionne, on va pas l'aborder. Il n'y a pas de change. Mais si on reprend les styles populaires d'écriture pour le négatif, ça fonctionnera. Ça fonctionne, c'est juste pas présenté pour simplifier l'interface de l'utilisateur. Si on voulait un mouvement de caméra par exemple, il faudrait le mettre dans le prompt. C'est ça, non, il faudrait le mettre dans les presets, les motion presets, ici. On en a pas mal ici, on en a vraiment beaucoup pour le coup. Tu peux en combiner parce qu'il y a plusieurs mouvements de... Pour l'instant non, mais ce qu'on conseille si on veut combiner des choses, c'est ou de faire plusieurs vidéos, et les remplacer les deux ensemble, ou passer directement par l'outil qu'on a à disposition, donc le code. Parce que dans le code, on peut tout à fait dire qu'à la frame 15, boum, il fait un pan, frame 50, il fait un zoom, etc. L'outil, il est vraiment là pour fluidifier et permettre aux gens de découvrir des forums. Pour avoir un usage extrêmement avancé, c'est pas le meilleur outil. Il est au milieu d'une demande qu'on a eu des utilisateurs, mais c'est pas le meilleur outil. Pour la jam, on peut utiliser le bot ou... Ouais, on peut utiliser le bot. Mais le vidéo, tout vidéo, ça c'est dans le code. C'est dans le code, c'est ça. Mais ça peut tourner sur vos postes assez, pas rapidement, ce serait mentir, mais assez efficacement. Il utilise comme les ressources machine. Ouais. Le bot utilise les ressources machine du coup? Non, le code. Le bot, c'est le cloud. C'est le cloud. Ouais. Ça tournait jamais sur... Bah oui, c'est pour ça. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu de ce que je vous présentais. Comme j'ai dit, c'est une présentation de 35 heures normalement. La partie mathématique, c'est plus compliqué. Le côté pratique, on n'a pas le temps de le faire ensemble malheureusement. Mais ouais. Je me demandais, est-ce que cette vidéo serait possible dans un outil, peut-être celui-ci ou un autre, de l'importer et de dire ok, maintenant je veux un top shot de cette scène et qu'il essaie que l'outil génère une autre vidéo en prenant en compte cette contrainte de l'architecture qui est brutale. Alors oui, on peut faire même dans des forums. On irait prendre une image comme prompt, on irait juste définir un mouvement de caméra, des mathématiques. Et puis il prendra la vue initiale du bâtiment et il partirait comme ça vers le haut, en gardant plus ou moins la structure du bâtiment et le style. Il faudra un prompt qui soit cohérent, un lourd éventuellement, un style soit cohérent, et un mouvement qui lui soit pas trop rapide. Si le mouvement est trop rapide, ça partira en cacahuète. Donc un mouvement qui soit correct pour avoir une cohérence maintenue. Et ce sera une image, pas à partir d'une vidéo. Ce sera une vidéo. Okay. Ta vidéo, tu fais des frames et c'est une image. Ouais. Est-ce que tout à l'heure dans le PT, on sentait que le zoom in marche super, ouais. Le zoom out, on sent qu'il faisait un peu de latéral, ouais, sur les côtés, et que ça faisait une sorte de... Est-ce que ces techniques d'image à image, globalement, elles ont plus de mal à zoom out que zoom in? Non, c'est PT qui était mal codé. PT qui... Ouais. La personne qui a fait ça est vraiment extrêmement forte. De toute façon, on s'est réfléchi, donc c'est fait, ça s'est été fait il y a 3 ans, 4 ans, c'est vraiment incroyable. Mais bizarrement, c'est très mal codé. Comme ça, j'ai des créatifs. Donc, ouais. Merci. Cool, voilà. c'était super intéressant. Donc, initiation, d'initiation, d'initiation.